Bienvenue au troisième webinaire organisé par Tomo autour de la vie avec le diabète, une maladie chronique qui est caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. Bienvenue en particulier à nos intervenants Ajar et Dominique, que je vais présenter dès maintenant. Ajar, donc Diabetic Mind sur Instagram, a 29 ans. Elle est atteinte d'un diabète de type 1 depuis 1999. Elle est en formation pour devenir patient partenaire et elle est influenceuse. Dominique, lui, a 56 ans, il est diabétique depuis 30 ans, il habite Paris et travaille dans l'événementiel. Avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vais me présenter rapidement, présenter Tomo et vous rappeler comment va se dérouler cette heure qu'on va passer ensemble. Je m'appelle Fanny, je suis journaliste santé et je suis très heureuse d'animer ce webinaire organisé par Tomo ce soir, une plateforme pour trouver un patient aidant, autrement dit une personne qui a eu la même pathologie et qui peut nous accompagner dans la vie avec la maladie. Et je vous invite du coup à vous inscrire à la newsletter et à suivre Tomo sur les réseaux sociaux pour être informé des actus et notamment des prochains webinaires sur d'autres pathologies. Sur le déroulé, c'est simple. On va commencer par écouter Dominique et Ajar nous parler de deux sujets principaux, l'acceptation de la maladie et la vie avec la maladie au quotidien. Et pendant les 15 dernières minutes, donc à partir de 18h45 environ, jusqu'à 19h, ce sera à vous, participants, participantes, de prendre la parole pour réagir, poser vos questions, partager vos vécus, voilà, soit à l'oral, soit dans le chat, comme vous préférez. Et juste en prendre attention, l'idée, c'est pas de poser des questions d'ordre médical à Dominique et Ajar parce qu'ils ne sont pas professionnels de santé et ils ne seront pas en mesure d'y répondre du coup. Et pour finir, je vous invite à garder vos micros fermés et sachez que le webinaire est d'ores et déjà enregistré. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole à Dominique sur le premier sujet de l'acceptation du diagnostic. Voilà, tu as une dizaine de minutes, Dominique. Merci Fanny. Donc, l'acceptation du diabète. Comment accepter l'inacceptable? Puisque on se retrouve face à un mur, on nous apprend que notre vie d'avant n'existera plus, que malheureusement, il va falloir connaître notre maladie. Comment on peut la connaître? Alors, c'est justement très compliqué au départ, après et même pendant. J'ai 37 ans de diabète derrière moi, type 1, donc au stylo. Et donc, j'apprends tous les jours. Chaque jour est une découverte du diabète par rapport aux aliments, par rapport à la vie de tous les jours et surtout ce qui fait avancer dans cette route, parce que c'est une route de l'acceptation vis-à-vis de tout ce qu'on peut rencontrer au jour le jour. C'est les maladies qui peuvent arriver dans le temps, puisque le diabète est une maladie insidieuse, c'est-à-dire que demain, vous faites pas vos injections d'insuline, vous mangez du sucre à tout va, demain vous n'aurez rien, après-demain vous n'aurez rien, dans un mois vous n'aurez rien, ça viendra dans 5 ans, 10 ans. Et donc comment matérialiser une chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas là sur la table. Bon, ça, le diabète est une maladie comme une autre. Elle est différente, mais elle est bien présente puisque les symptômes, quand ils arrivent, changent notre vie. Et le symptôme le plus fort, c'est les pieds, où là, il y a la perte de sensibilité. Et donc, perte de sensibilité égale une aiguille dans un doigt de pied, vous ne sentez pas l'aiguille. Donc, ça veut dire que vous mettez une chaussette mal positionnée avec un pli, c'est une ampoule, vous en rendez pas compte. 2, 3, 4, 5 jours après, ça s'infecte, vous en rendez toujours pas compte. Et alors je ne sais pas quel temps ça prend, mais la statistique qui est qui moi qui m'a aidé à avancer dans cette acceptation, c'est que tous les ans, il y a 4000 amputés diabétiques. Et donc ça, c'est un truc qui m'a fait peur et qui m'a fait avancer justement. Alors il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, il y a les organes, tous les organes, les yeux les plus petits vaisseaux du sanguin du corps humain. Personnellement, donc j'ai eu une rétinopathie, c'est-à-dire pour vous schématiser l'œil. L'œil, c'est comme un arbre avec des racines et de plus en plus fines autour de l'œil. Et donc ces racines meurent au bout et remontent
petit à petit jusqu'à la cécité. Et donc, encore un truc qui remue tout au fond de soi et qui fait avancer. Et donc, il faut avancer, il faut vivre avec son diabète et ne pas être otage de son diabète. Et j'aborderai ce point-là, comment ne pas être otage de son diabète, dans la deuxième partie. Est-ce que Dominique, tu peux rappeler en 2 mots quels sont les 2 types de diabète? Parce que là, tu nous as parlé des conséquences du diabète. Donc le type 1, c'est un diabète qui vient, qui vient de naissance par les parents, c'est congénital. En 1980, pour vous dire par rapport à des statistiques bien précis, pour vous dire la portée du diabète, en 1980, à 80%, c'était génétique, le diabète. Et à 20%, c'était un cadeau de la vie. À l'heure d'aujourd'hui, tout est inversé. C'est 80%, c'est un cadeau de la vie, ça vous tombe dessus. Alors, les raisons sont peut-être, me paraissent évidentes, c'est la société actuelle, la malbouffe, le fait de ne pas prendre son temps de manger et de manger un peu n'importe quoi, donc la malbouffe. Et donc, personne n'est à l'abri donc de ce diabète qui peut arriver à n'importe quel âge. Moi, le mien, il est apparu à 19 ans. J'avais peur que mes enfants soient touchés, mais bon, ils n'ont rien eu. Mais bon, après, il y a des petits qui sont touchés à la naissance ou dans leur jeune âge, dans leurs premières années. Et donc, c'est leurs parents qui doivent gérer, ne connaissant pas dans leur fort intérieur ce qu'est le diabète. Et ensuite, le diabète de type 2 qui apparaît à la quarantaine. Donc, c'est un diabète dit type de personnes qui sont un peu fortes. Et donc là, c'est un autre traitement. Moi, je ne saurais pas vous en parler puisque c'est un médicament au départ, plus insuline comment je dirais, à différentes périodes, à différents moments de la journée ou de la semaine. Tout dépend des traitements. Il y a plusieurs pathologies. Et pour ce diabète-là, ce diabète gras, la marche, la marche est souvent la solution pour justement lisser cette hyperglycémie naissante pour ces personnes-là. Voilà. Super. Et donc, ce que j'entends, c'est ce qui t'a aidé, c'est de connaître ces statistiques et arriver à intégrer que si tu ne prenais pas soin de toi aujourd'hui, tu en verrais les conséquences plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être qui ont permis d'intégrer mieux, d'accepter mieux la maladie? Peut-être un professionnel de santé avec qui tu t'es senti en confiance, un proche, des Oui, recherches personnelles. tout à fait. Il y a alors on se retrouve face à un diabétologue de ville qui lui, bon, moi dans l'expérience que j'ai eue, hein, je ne jette la pierre aucunement, mais le diabéto de ville a une connaissance du diabète qui est très, comment je dirais, qui est très, euh, c'est pas Partielle? du, non, oui, enfin partiel, c'est dans les livres. Il a appris le diabète dans Oui, les livres oui. et donc il n'a pas la connaissance du diabète, du vécu du diabète, comme un diabétique peut l'avoir. Et donc lui, il vous dit ce qu'il a appris, mais il y a une adéquation entre lui, ce qu'il vous dit et ce que vous vivez, et c'est souvent pas facile. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'hôpital Bichat, le service diabéto de l'hôpital Bichat, et je vous engage, si vous êtes diabétique, à aller vers le centre hospitalier de votre région. On en a tous un, plus ou moins loin. Et donc là, ils sont vraiment armés pour, pour vous apporter. Il faut savoir que le diabète, dans la recherche, le diabète est la maladie où ça va le plus vite. Chaque seconde, ils trouvent des choses, ils apprennent quelque chose sur la maladie, sur la nutrition, et c'est vraiment, enfin, euh, on va dire qu'on a de la chance en tant que diabétique que cette médecine et que ces recherches puissent nous apporter du confort dans notre vie à venir, parce que le passé est le passé et malheureusement on ne pourra plus revenir dessus. Mais voilà, voilà, Fanny. Super. Est-ce que Hazard, tu veux prendre la parole à ton tour et nous partager, toi, les leviers qui t'ont aidé à accepter la maladie? Je crois que tu as une histoire un petit peu différente. Ouais, en fait, moi, du coup, déjà merci pour l'invitation et merci Dominique pour le partage.
expérience. Et en fait, moi, c'est assez différent dans le sens où j'ai fait toutes mes recherches toute seule, en fait. Et parce qu'en fait, j'étais arrivée dans un endroit où j'avais pas trouvé de médecin euh, qui pouvait répondre à mes questions. Et donc, j'ai dû faire mes recherches sur Internet, aller voir toutes les études et tout que je pouvais. Et en fait, pendant longtemps, concernant l'acceptation de la maladie, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais accepté la maladie parce que je l'ai eue à l'âge de 6 ans. Et depuis, jusqu'à il y a quelques années, je croyais que j'avais accepté la maladie, que c'était bon et tout, jusqu'au point où je voyais que non, parce que la maladie affectait en fait les différents domaines de ma vie négativement. Et c'est là que j'ai pris conscience que je devais en fait en apprendre plus. Je suis allée chercher des informations, des expériences d'autres diabétiques, d'autres patients diabétiques. Et je suis revenue en fait sur mon histoire pour le voir d'un nouvel œil. Et c'est là que j'ai compris que en fait, j'ai reconnu 5 étapes qui se sont répétées au fil de ma vie, dans lesquelles en fait, j'ai l'impression je restais un peu coincée dans chaque étape. Euh, du coup, c'est ça, je souhaitais vous en parler, les 5 étapes qui ressemblent un peu aux étapes du deuil. Mais moi, je les appelle les 5 étapes de l'acceptation. Et juste après, je vais vous présenter, enfin, juste après vous l'avoir présenté, je vais vous expliquer en fait comment, en quoi c'est important de les reconnaître et comment ça m'a aidé moi à mieux gérer ma maladie et à mieux l'accepter et en quoi, du coup, en quoi ça m'a aidé. En gros, c'est 5 étapes. On commence déjà par le déni. Dès on a l'information, on a la nouvelle, comme quoi on a la maladie, c'est un choc. C'est un choc. On est dans l'incompréhension parce qu'on ne connaît pas cette nouvelle maladie qui nous vient, qui nous tombe sur la tête. Il y a une certaine peur de l'inconnu, du jugement aussi des autres, parce que il faut dire que le diabète a beaucoup de préjugés. On a beaucoup de préjugés, de fausses informations. On mélange souvent le diabète de type 1 et de type 2, qui sont vraiment différents, vu que, comme Dominique l'avait dit, et aussi parce qu'en fait, le diabète, je voulais revenir aussi, c'est parce que le diabète de type 1, c'est l'insuline, il y a une partie du pancréas qui ne fabrique plus d'insuline, c'est-à-dire on n'a plus d'insuline dans le corps. C'est pour ça qu'il y a besoin, l'insuline est vitale parce qu'on en a besoin pour faire de l'énergie, pour stocker les graisses, pour faire marcher les muscles et tout. Et quand on n'a plus de cette insuline, on est obligé de s'injecter de l'insuline, de la trouver à l'extérieur. Alors que le diabète de type 2, euh, c'est plutôt le pancréas qui fabrique de l'insuline de mauvaise qualité. L'insuline est là, mais elle est de mauvaise qualité et elle va pas, elle va pas bien absorber les glucides qu'on va manger et tout. C'est ce qui fait que, en fait, il y a besoin de bien gérer son mode de vie et tout pour pouvoir, en fait régler ce problème. Pas guérir de la maladie, mais vraiment régler ce problème au point où on n'en aura pas plus besoin, par exemple, des comprimés ou de l'insuline, etc. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Un, c'est vraiment, on va dire, comme il a dit, génétique, où c'est vraiment en fait pas de notre faute. C'est pas parce qu'on a mal mangé ou qu'on a. Parce que ça peut venir de n'importe quoi, ça peut venir d'un choc et tout. Et l'autre, le diabète de type 2, c'est plutôt tout ce qui est alimentation. La maladie est là, mais le, un mauvais mode de vie va la faire apparaître. Et du coup, tous ces préjugés-là, surtout quand on reçoit cette nouvelle, on va se dire, mais non, c'est pas possible. Surtout quand c'est un diabète de type 1, on est là, mais j'ai pas mangé beaucoup de sucre, c'est pas de ma faute. Et surtout parce que moi, je l'avais à l'âge de 6 ans, j'étais au CP, je me retrouve à l'hôpital, on m'obligeait à faire des piqûres alors que j'avais une phobie des aiguilles. Après, on me dit, ah, mais c'est parce que tu as mangé trop de sucre. C'est là, mais je suis une enfant, mais oui, j'aime bien le sucre, mais c'est pas de ma faute. Et, du coup, là, on est dans l'incompréhension, on est là, mais j'ai pas envie je vais pas m'injecter de l'insuline. Je suis pas malade. Je suis obligée, il y a une erreur. En fait, c'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'on est dans cette étape-là.
le déni. Et souvent aussi, c'est aussi les parents, vu que quand on est enfant, comme Dominique l'a dit, les parents, c'est eux qui vont gérer la maladie de l'enfant sans vraiment le vivre. Et les parents aussi sont dans le déni, dans le sens où ils vont aller chercher des fois des alternatives naturelles pour éviter de faire l'insuline. On retrouve, par exemple, j'ai parlé avec des patients qui n'acceptaient pas le fait d'injecter de l'insuline à leurs enfants. Du coup, ils vont aller chercher des alternatives naturelles. Et c'est dangereux parce que c'est un grand risque pour l'enfant. Donc là, on parle du déni. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est la résistance et la rébellion. Moi, par exemple, je sais que c'était la première semaine, quand j'ai su que j'étais malade, je me suis enfermée sur moi-même. Je me suis enfermée sur moi-même, j'étais seule dans la chambre de l'hôpital. J'arrivais plus à sourire. Pourtant, on me ramenait des amis, on essayait de me faire sourire et tout, j'arrivais plus à sourire. Je voulais plus faire mes piqûres. Je mangeais des sucreries en cachette. J'allais dans une autre chambre pour manger des gâteaux. En plus, c'était Noël, du coup, j'allais manger des chocolats et tout en cachette. Et, euh, et même quand j'étais plus grande, en fait, j'ai évité de parler de ma maladie aussi. J'ai évité de parler de ma maladie à mon entourage, de l'utiliser comme excuse parce que, sauf si c'était nécessaire, parce que je la percevais comme une faiblesse en fait. Et j'avais peur du jugement, des réactions négatives, des harcèlements, parce que quand on est enfant, je me faisais harceler pour ma maladie. Euh, et en fait, il y a la résistance et la rébellion, c'est le fait qu'on prend conscience de la nature réelle et grave de la maladie, ce qui fait que ça augmente le niveau d'anxiété. Et en fait, ça provoque cette colère et cette rébellion. Et en fait, on se sent un peu pessimiste et cette colère cache en fait la tristesse. Alors, au fond, moi, j'étais triste en fait et j'avais peur parce que je connaissais pas cette maladie, je comprenais pas. Je me suis dit, je vais vivre ça toute ma vie. Euh, du coup, je m'isolais parce qu'en fait, je pensais que les autres personnes n'étaient pas comme moi. Et ça, c'était même, il faut dire, moi, je parle souvent quand j'étais jeune, petite, mais même quand j'étais à la fac, en fait, c'était comme ça. Je sentais que j'étais la seule diabétique. Et ça, comment dire, ça touche en fait les relations sociales, que ce soit personnelles, professionnelles, ça touche tout ça, ces domaines-là. Et comment on peut reconnaître ça au niveau des actions? Comment on peut savoir si je suis dans cette étape-là ou non? C'est par exemple, on suit le traitement euh, pour vivre ou paraître. En fait, on ne suit pas le traitement comme on doit. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est de vivre et de paraître comme les autres. Et on s'isole, par exemple, aussi. On évite les interactions avec les personnes. Parce que, voilà, comme j'ai dit, on se sent seul et incompris. On mange sans limite ou sans calculer ou sans prendre nos doses d'insuline ou sans le dire à nos parents. Tout ça, c'est qu'on est dans cette résistance et rébellion. Et c'est tout à fait normal. Après, on passe à une autre étape où on est dans la négociation. C'est-à-dire, j'appelle ça une acceptation partielle. C'est-à-dire, j'accepte la maladie, j'accepte une partie du traitement, mais je ne vais pas faire l'autre partie. Par exemple, moi, j'étais dans le sens où, par exemple, OK, je vais me piquer. Même pas. Pourtant, faire les piqûres, c'est beaucoup pour moi. Parce que j'avais une phobie des aiguilles et tout. Même, par exemple, les analyses, je ne pouvais pas faire la piqûre parce que j'avais trop peur. Et du coup, je me dis, OK, je vais faire ma piqûre, mais je ne vais pas calculer mes glucides. Je vais manger comme je veux. Ah, OK, par exemple, je vais faire ma piqûre, mais je ne vais pas écrire parce que, ouais, je vais pas, imaginez, j'écris le matin, le midi, le soir, je dois tout écrire, je dois tout expliquer. C'est beaucoup d'efforts, surtout pour quand on est jeune ou quand on travaille, quand on a, par exemple, on a les études, du coup, c'est beaucoup d'efforts. En fait, on est là dans la négociation. On essaie d'adapter, on est là, on accepte la maladie, mais on essaie de l'adapter à notre vision actuelle du monde, en fait, de la vie. Et moi, en fait, ce qui m'avait aidé, par exemple, à rentrer dans cette phase, c'était une sagesse de ma mère quand j'étais encore à l'hôpital au début, qui m'avait appris que chaque injection, par exemple, ou chaque effort que je ferais pour prendre soin de mon corps, ça serait considéré comme une bonne action. Et plus je fais de bonnes actions, et plus je me sentirai mieux.
Et mieux je me sens, plus je pourrais rendre ça au monde. Et en fait, c'est une sagesse c'est quand même pertinent, c'est intelligent parce que c'est le fait de lier la peine et la douleur à une émotion positive que je voudrais collectionner. Et on est là dans la négociation, quoi. Je fais ça, ok, mais je vais gagner ça. Et du coup, il y avait ça. Ensuite, on passe à une autre étape, c'est-à-dire c'est la 4e étape, c'est l'auto-évaluation. Et dans là, il y a deux niveaux. Est-ce que C'est-à-dire, tu peux nous dire à ce stade quel âge tu avais? à ce stade, pour dire la vérité, l'auto-évaluation, il y a 2 ans, 3 ans que j'ai commencé. C'est-à-dire, j'avais quoi, peut-être 27 ans, 26 ans. C'est là que j'ai commencé à réellement... Parce qu'en fait, tout dans ma vie, en fait, ne marchait plus à cause du diabète. Parce que enfin, le diabète, ça touche tout. Je suis fatiguée, j'arrive pas, par exemple, je suis en hypoglycémie ou en hyperglycémie, je rate des rendez-vous. Et je peux pas dire que c'est à cause de mon diabète parce qu'à force de le faire, vu que je réglais pas mes glycémies, à force de dire que c'est à cause de mon diabète, ça devient une excuse, c'est plus valable en fait, aux yeux des gens. C'était mon impression. Et du coup, je voyais que tout était lié à ça. Je me suis dit, ah, il faut que je me prenne en main. Il faut que je prenne ma santé en main. J'avais un début de rétinopathie. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. J'ai commencé à aller dans tous les groupes de diabète type 1 sur Facebook. Je me suis inscrite sur tous les comptes Instagram que je pouvais à ce moment-là. J'ai essayé d'écouter les expériences des autres. Et en fait, ce qui m'avait aussi motivée à ce moment-là, c'était, il y avait une fille qui m'avait dit qu'elle était en paralysie à cause du diabète, avec une femme avec le temps et tout, et qui nous demandait de faire attention, surtout quand on est jeune. Et c'est là que je me suis dit, ah, imagine-toi, dans quelques années, comment, comment pourrais-tu vivre euh, en dépendant des autres? Alors que tu as le choix maintenant. Je parle pas il n'y a pas de jugement, il y a pas. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai le choix. Je me suis dit, je pourrais pas le faire. Je veux pas vivre aux dépens des autres. Du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je m'évalue. Il faut que je vois. Il faut que je sache comment faire mieux. Et c'est là que j'ai commencé à télécharger toutes les applications disponibles. Euh, mais j'étais quand même constamment dans la peur à ce moment-là, en fait. Parce que dans l'auto-évaluation, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau d'anxiété super élevé, où on est tout le temps en alerte. Parce qu'en fait, j'avais peur des hypos sévères, des hyper sévères. Du coup, je contrôlais ma glycémie 11 fois par jour. Même la diabétologue me dit, mais c'est trop. Et, euh, et là, en fait, on est tout le temps dans l'anxiété, l'inquiétude. On veut toujours être dans la cible, enfin, rester dans les valeurs cibles. Euh, et on se blâme, par exemple, on se blâme toujours. On se blâme, on a beaucoup d'émotions négatives. Dès qu'on voit, par exemple, un 3 grammes ou un 0,40, on est là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et pendant longtemps. On va dire, on va dire qu'on aussi pour tout ce qui est aussi interaction sociale et tout, c'est limité. Limité par rapport à d'habitude. C'est-à-dire, on se renferme sur soi parce qu'on a peur de faire des écarts. Là, c'est vraiment le niveau d'anxiété élevé. Et ensuite, dès que je pense que j'ai passé 6 mois dans ça, dans cette mentalité-là. Mais après, je me suis dit, mais non, Hajar, tu peux pas vivre comme ça tout le temps, H24, pour toute ta vie. Il faut que tu sois moins vigilante, tu te laisses faire des écarts pour que tu puisses y vivre à côté parce que ça prend du temps, tout ça. Et en échangeant encore avec d'autres diabétiques, j'ai compris comme quoi il fallait accepter les imprévus. De toute façon, on ne peut pas contrôler à 100% mon diabète. Je ne peux pas être parfaite dans mon diabète. Personne ne peut l'être. Euh, du coup, j'ai commencé à essayer d'apprendre plus sur mon corps, sur l'alimentation, les ratios, les hormones, comment ça fonctionne. L'anxiété, il y a une anxiété en fait plus légère. Et
il y a plus d'espace pour les erreurs. En fait, c'est que j'étais en train de me dire à ce moment-là, c'est bon, tu n'as pas besoin de te frapper sur les doigts à chaque fois. Je vais faire ce que je peux pour mieux contrôler mon diabète et mieux vivre avec ce que j'ai. Et là, on est dans l'acceptation, on est plus dans la réceptivité, on écoute en fait. Il y a un certain optimisme. Il y a un certain optimisme, il y a l'anticipation. On a les émotions négatives et on se blâme un peu lorsqu'on a des hyper, des hypos et tout. Mais aussi, de l'autre côté, on prend le temps aussi de se féliciter quand on reste dans la cible, par exemple, ou quand on fait des efforts pour écrire, par exemple. On va écouter tout ce que disent les médecins, mais on va faire nos recherches à côté. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut reconnaître. En fait, c'est comme ça qu'on peut reconnaître où on est. Et par exemple, moi, dans mon histoire, c'est à ce moment-là où je me suis mis une règle. Je me suis dit, si je veux, par exemple, atteindre un taux d'hémoglobine glyquée de 7%, et chacun a des objectifs différents, il faut juste passer 70% de mon temps dans la cible. 70% de mon temps, ça correspond à quoi? C'est seulement 17 heures par jour, ce qui me laisse 6 heures par jour pour les erreurs. Du coup, ça me permet de voir les choses différemment, de relativiser. C'est 5 jours par semaine. Ça veut dire qu'il me reste 2 jours par semaine pour faire des erreurs. Si j'ai 5 jours par semaine, je suis tranquille. 2 jours, je peux être en hyper, il n'y a pas de souci. C'est 3 semaines par mois. C'est-à-dire j'ai quand même une semaine et demie. 2 mois c'est 2 mois par trimestre. Parce qu'en fait, tous les trimestres, on a des analyses à faire. Et on a les résultats. Du coup, 2 mois, je suis dans la cible. 1 mois, par exemple, j'ai un rhume, j'ai le Covid ou qui m'a déréglé toute ma glycémie. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas stresser pour ça. Je ne vais pas me faire du mal. Je prends du recul, comme ça, en pensant comme ça. Je prends du recul, avec un peu de perspective, on peut avancer en fait sans trop se mettre la pression. C'est important, surtout avec une maladie chronique. Et enfin, on est dans l'acceptation active. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'était en 2020, avril 2020, où j'ai eu une bonne glyquée, c'est-à-dire en dessous de 7%, une meilleure variation, moins d'hypo et moins d'hyper que les trimestres derniers, sans avoir peur non plus ou me décourager si j'ai au-dessus de 7%. Par exemple, le trimestre dernier, j'avais 7,5%. Certains vont se blâmer. Alors que moi, je me suis dit, non, on ne va pas prendre cette habitude. Moins 7%, c'est la base. 7,5, c'est qu'une information. Je ne vais pas me juger pour ça. Et là, je suis dans l'acceptation, c'est-à-dire je vais tirer le positif. Je vais tirer le positif de ma maladie. Je vais prendre le temps de mieux vivre avec. C'est comme un ami à côté, en fait. Je suis là, je le comprends. Je suis là, je l'écoute. Des fois, il fait des bêtises et tout, mais ça va pas me faire du mal, en fait. Je le prends mieux. Et par exemple, comment je peux reconnaître que je suis dans cette étape-là? J'utilise par exemple le système de punition-récompense pour me motiver selon le besoin du moment. Je vois plus les chiffres comme un jugement de valeur, je le vois plus comme une information. Qu'est-ce qui a causé cette hyperglycémie ou cette hypoglycémie? Je vais essayer de trouver mes propres besoins de contrôle. Au lieu de faire 11 par jour, 11 contrôles par jour, je vais voir par rapport à mes besoins, parce que chaque personne a des différents besoins. Et en fait, je vais tirer les positifs. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai appris de nouvelles compétences et connaissances qui m'ont été utiles dans différents domaines de ma vie. Par exemple, pour la perte de poids, pour les projets professionnels. J'ai envie de dire, par exemple, la persévérance, l'humilité, le fait de toujours vouloir apprendre, l'adaptation. Tout ça, on les apprend. On peut les mettre dans la vie de tous les jours. Et du coup, voilà, pour finir, en quoi ça m'a aidé de reconnaître ces étapes-là? C'est parce qu'en fait, le moment où on sait dans quelle étape on en est, le moment où on reconnaît que ces étapes-là se répètent à chaque fois dans nos vies, on peut se dire, en fait, c'est normal. Parce que tout au long de notre vie, on peut revenir dans n'importe quelle étape
Et c'est normal, c'est humain, parce que c'est une maladie à vie, c'est une maladie chronique. Et avec l'expérience, on pourra remarquer que chaque étape est nécessaire et peut nous aider à mieux gérer notre maladie selon le besoin du moment. Le but est donc pas d'être à 100% dans l'acceptation active, mais c'est plutôt d'écouter et prendre le temps de reconnaître nos émotions et nos besoins du moment et de passer plus de temps dans l'étape qui nous est plus bénéfique sur le long terme et moins de temps dans les étapes qui ne nous aident pas à aller mieux. Et passer, voilà. Du coup, c'était ça. Et je crois que c'était un peu long. Mais j'espère que vous avez beaucoup tiré de cet échange. Ouais, merci beaucoup Ajar pour toutes ces infos, tout ce partage. Et je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans aussi, Dominique. En tout cas, on va passer à la seconde partie sur la vie au quotidien. On pourra revenir sur ton témoignage sur cette partie, Ajar, au moment des questions. Mais j'aimerais bien t'entendre, Dominique, sur du coup la gestion au quotidien de la maladie et notamment la gestion avec le stylo et l'insulinothérapie fonctionnelle que tu nous expliques. Voilà, on va dire qu'il nous reste 10-15 minutes au total tous les deux. Voilà, je te laisse la parole, Dominique. Ouais. Merci Ajar pour ton témoignage. Je me reconnais dans tes étapes. Et tout diabétique se reconnaît, mais je vais passer tout de suite au truc parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc l'insuline, la vie de tous les jours, la science, donc je parlais de la science est notre ami à nous diabétiques, puisque les capteurs glycémiques sont apparus il y a quelques années, je vais dire 4-5 ans. Les premiers capteurs, il fallait scanner, on a un capteur sur le haut sur le haut de l'épaule, et donc en scannant avec son téléphone portable, on avait notre glycémie en direct. Fini le fait de se piquer sur le doigt qui était rébarbatif, qui était une punition, je vais dire. Et je pense que ça, je ne l'ai jamais accepté de me piquer le doigt pour connaître ma glycémie, parce que le faire à tout moment, vous êtes au volant, vous avez besoin de contrôler, vous ne pouvez pas. Enfin, la vie était très très compliquée avant, mais bon, grâce à ces avancées, la vie des diabétiques change. Et donc ces capteurs ont été donc par scan dans un premier temps. Maintenant, les capteurs sont, moi le mien actuellement, il est en continu, j'ai plus besoin de scanner sur mon téléphone toutes les 5 minutes, j'ai ma glycémie. Et le capteur qui vient derrière, qui n'est pas encore, qui vient d'arriver en France, ça sera des prises toutes les minutes, ce qui permet de savoir. Moi, je suis addict à ma glycémie maintenant. Je suis tout le temps sur mon téléphone à regarder ma courbe. Je suis comment, je suis comment, je suis comment, je suis comment. Si ça marche pas, je suis perdu parce que je suis totalement addict, on va dire. Et donc, c'est une grosse avancée pour connaître sa glycémie à tout moment et savoir, je mange ça, qu'est-ce que ça impacte sur ma glycémie? Parce qu'on est tous différents. Chaque personne est différente, homme, femme, l'âge rentre en compte, la vie qu'on mène, l'activité physique qu'on mène, le stress. Le stress est hypoglycémiant, c'est-à-dire que votre glycémie descend brutalement juste sur un coup de stress. Et pour cela, on est tous différents. Donc, il y a des personnes à qui le stress, ils l'encaissent très très bien, et d'autres, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vraiment je vais dire, propre à soi-même. Et donc, par rapport à ça, donc, par rapport à l'insuline, on a une insuline de base, une insuline dite lente, que l'on fait toutes les 24 heures, qui lisse notre courbe, puisque pour reprendre ce que disait Ajar tout à l'heure, en type 1, le pancréas ne fonctionne plus. Et donc, en tant que non diabétique, votre tracé de glycémie est droit. Un diabétique, lui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, on prend une insuline lente pour lisser cette courbe, mais à chaque repas, les glucides mangés font monter la glycémie, font des pics à la glycémie. Et donc, pour contrecarrer ça, c'est l'insuline rapide que l'on fait à chaque fois qu'on prend des aliments et notamment des glucides pour justement cette courbe, la lisser et qu'elle soit, ça fasse ça sur l'arrivée à chaque fois. Je monte mes mains pour que vous voyez que ça fasse des petits au lieu de faire des gros pics, voilà quoi. Et donc cette insuline est nécessaire pour vivre,
pour avoir du moins, pour pas avoir de suite, de mauvaises suites. Euh, et, euh, et donc voilà. J'ai rencontré à l'hôpital Bichat, donc à Paris, où j'ai eu la chance de rentrer dans le service diabéto. J'ai rencontré des spécialistes qui m'ont amené vers l'insulinothérapie fonctionnelle. Alors, toi aussi, c'est une nouveauté, ça fait quelques années, mais ils peuvent recevoir que très peu de patients, donc il y a la queue pour y aller. Et donc, cette insulinothérapie fonctionnelle vous aide à évaluer les glucides absorbés, le calcul précis de la dose d'insuline qui va en contrepartie. Et donc, c'est un ratio de glucides versus les unités d'insuline à vous faire. C'est-à-dire que vous mangez, vous quantifiez ce que vous mangez. Donc là, la, la prise en main alimentaire de savoir, voilà, j'évalue que j'ai 100 grammes de pâtes, combien de glucides ça fait et quelle est la valeur glucidique de ces pâtes. Sachant que sur 100 grammes de pâtes, les pâtes, ça fait 50 grammes de glucides. Pour vous donner un ordre d'idée, et chaque aliment, vous mangez 100 grammes d'haricots verts, c'est 5% de glucides. Vous mangez des fruits, c'est 15%. Enfin voilà, c'est comme on va dire, pour faire une image très simple, les tables de multiplication, on les apprend à l'école. Et ben là, on apprend un barème d'indice glycémique par rapport aux aliments, toujours basé sur 100 grammes. Donc, on mange jamais 100 grammes, vous allez me dire, donc il faut faire des règles de 3 constamment. On travaille aussi notre calcul mental, donc quelque part, on va dire que c'est positif, hein, la positive attitude. Euh, et, euh, et il faut aussi, par rapport à ce qu'on a, comme toute maladie, relativiser, relativiser, relativiser. Moi, j'aime à dire il y a d'autres maladies qui sont pires que le diabète, et donc il y a des gens qui souffrent plus. Nous, on est diabétiques. On souffre, comme disait Ajar, dans notre psychologie, on est torturé, on se met la pression tout seul, ou pas à certains moments. Mais la vérité, c'est relativiser parce que la vie, elle est là. Et cette insulinothérapie fonctionnelle, je finirai là-dessus, Fanny. Avant l'insulinothérapie fonctionnelle, euh, j'adaptais ma vie au diabète. Maintenant, c'est mon diabète qui s'adapte à ma vie. C'est lui qui suit. Et c'est pour ça que il est totalement accepté parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut avancer. Il faut avancer parce que la vie avance. Les enfants poussent, les petits-enfants arrivent. Il faut être là pour voir tout ça et pour en profiter avec eux. Super, merci Dominique. À toi la parole, Ajar, pour finir du coup. Ok. Du coup, moi, en fait, je voulais finir avec comment j'ai fait pour arriver à gérer mon diabète. Et je vais essayer de faire plus court que ce que j'avais prévu. Mais du coup, en gros, il y a 7 étapes dans lesquelles que je fais souvent et que je répète à chaque fois. Et par exemple, la première étape, c'est l'introspection. Je prends le temps de définir ma situation actuelle, que ce soit santé, émotion. Je fais une carte mentale, j'écris, parce qu'on retient mieux ce qu'on écrit à la main. Du coup, je fais une carte mentale avec les bilans généraux, les analyses, les carnets, les complications que j'ai, les peurs, les désirs, motivation, obstacles, difficultés. Tout ça, je mets, en fait, vraiment, j'écris tout. J'écris tout pour voir où j'en suis. 2, je change ma mentalité. Je change ma mentalité, mon état d'esprit, même petit à petit. Je vois les choses, je choisis de voir les choses d'une manière qui me renforcera sur le long terme, que ça soit considéré positif ou négatif. Moi, je suis pour le 20% négatif, 80% positif dans nos vies. Chacun des fois, il y a des personnes, c'est le positif, ça va les motiver, d'autres, c'est les négatifs qui vont les motiver. Du coup, chacun choisit comment il voit les choses. Ensuite, le 3, c'est créer une vision, un futur. Comment je m'imagine me sentir ou vivre ma vie lorsque j'aurai appris à mieux gérer mon diabète. Et que puis-je faire pour me le rappeler quand j'en aurai besoin ou régulièrement. 4, c'est apprendre sur et mieux comprendre le diabète, la nutrition, l'activité physique et leur effet sur la glycémie, sur l'insuline, sur les hormones. Ça, c'est important. C'est vraiment poser des questions et être curieux.
Et petit à petit, on n'a pas besoin de tout savoir dès le premier coup. Ensuite, 5, créer un plan de gestion avec des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables ou atteignables, réalistes et temporellement définis. Bon, temporellement définis, on peut dire dans 3 mois, par exemple, ou on peut dire, par exemple, dans 1 an. Quelle est la glycée que je veux avoir, par exemple, ou d'autres, voilà. Et en fait, toujours, c'est important, toujours faire 1 ou 2 changements seulement par trimestre, tout en essayant d'être le plus constant possible et commencer petit à petit pour créer les habitudes. Parce qu'en fait, si on fait trop de changements d'un coup, soit on risque d'arrêter d'un coup, soit on ne sait pas en fait quel effet, enfin, comment le changement a influencé le résultat. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir 1 ou 2 changements. 6, choisissez votre environnement. Ayez par exemple des personnes qui vous soutiennent, diabétiques ou non, des personnes avec, par exemple, un parent, un partenaire, des sœurs et frères qui peuvent vous aider au quotidien. Et avoir par exemple des diabudis, des amis diabétiques, par exemple un patient partenaire avec qui vous pouvez échanger vos récits, vos difficultés et qui vous inspire à être meilleur ou à vous sentir mieux en fait. Du coup, c'est important. C'est important que. Et la 7e, du coup, la dernière étape, c'est au bout de 3 mois, analysez vos résultats, votre progression. Surtout, célébrez les petites victoires, au moins vos efforts. Même si vous n'avez pas le résultat, célébrez vos efforts. Faites-vous une liste de cadeaux, une liste de moments précieux que vous voulez avoir. Et n'hésitez pas de le célébrer, même seul. Et répétez le même processus, répétez-le tous les 3 mois, mais de manière plus amusante. Et à ce moment-là, en fait, à chaque fois, vous allez apprendre toujours plus. À chaque fois, vous allez vous améliorer et vous allez voir comme quoi vous vivez mieux. Et c'est vraiment la méthode que j'ai mis en place ces 2 dernières années. Et je vois comme quoi je me sens beaucoup mieux au fil du temps. Et même face à la maladie, même face aux imprévus. Donc voilà, je voulais finir sur ça. Super, Aja, merci beaucoup pour tout ce partage super précis. J'en profite pour partager un guide que tu m'avais envoyé. Il s'appelle Tout sur le diabète de type 1, un guide pédagogique pour les particuliers et les familles. Je l'ai partagé dans la discussion. Et puis maintenant, c'est à vous la parole, à vous de poser vos questions, partager vos vécus, vos interrogations. Euh, voilà, soit en prenant la parole là librement à l'oral, soit en écrivant un message que je pourrais repartager. Moi, juste une question peut-être, Ajar. Donc, le bouquin que tu as partagé, c'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est un guide. C'est un guide que j'ai traduit de l'association T1 International. Et c'est vraiment, ça explique tout sur le diabète. Je pense qu'il y avait 5 thématiques dedans qui nous concernent en tant que diabétiques. Et ça explique qu'est-ce que le diabète, pourquoi on a besoin de l'insuline, comment l'insulinothérapie fonctionnelle, ça nous explique comment ça marche, les différents schémas, parce que beaucoup sont passés à l'insulinothérapie fonctionnelle, mais encore beaucoup sont dans le schéma basique, fixe. Et comment aider, par exemple, si on a une personne qui est diabétique, comment l'aider à mieux se sentir, parce que tout ce qui est self-care, par exemple, si la personne passe par une dépression, comment essayer de mieux la comprendre et tout. C'est vraiment un guide qui englobe tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu le traduire et le partager à plus de monde. Plus de monde. Ok, Voilà. ouais, super. Merci. De rien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent, des partages? Alors, sinon, moi, j'ai une question pour vous deux, Dominique et Aja. Dominique, tu as fait une formation patient partenaire à l'UFPP, l'Union francophone des patients partenaires. Ajar, tu es en formation. Est-ce que vous avez bénéficié à titre individuel d'un accompagnement par d'autres patients partenaires? Et pourquoi, à votre tour, vous avez envie de vous former pour accompagner des patients? Pourquoi vous faites ça? Quel sens ça a pour vous?
Je Je te laisse commence. commencer, Dominique. Oui. Ouais, merci, Ajar. En fait, c'est très très simple et naturel. C'est que lors de mon insulinothérapie fonctionnelle, on a eu une séance avec une patient partenaire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc on était cinq diabétiques à suivre ce stage, enfin, je ne sais pas comment dire, cette hospitalisation, enfin, cette formation d'apprendre sur soi-même. Et donc, cette personne était diabétique. Et donc, il y avait les médecins d'un côté, il y avait un diabétique qui était là, qui connaissait la maladie dans sa chair. Et j'ai trouvé que c'était un, un palliatif entre le médecin qui, lui, a la théorie mais pas la pratique, et la personne qui, elle, connaît la pratique et a fait un juste milieu, enfin, adapte ça à sa vie de tous les jours. Et donc, c'est pour moi, ça m'est venu comme je sais pas, une lumière, je sais pas comment dire, mais c'était une évidence en fait. Voilà, c'est le mot, une évidence. Et donc à la suite de ça, bah, je me suis renseigné comment devenir patient partenaire pour justement, on a tous on a une vie, enfin, on est malade, on a une expérience de la maladie, et automatiquement, il y a énormément de personnes qui sont, bah, comme nous, on a été, entre guillemets, laissés pour compte, où le médecin, bah, on voit le médecin, il répond à nos questions et des fois à côté, puisque lui, il a que la théorie. Et donc, le fait de poser des questions à des gens qui sont, bah, pas en immersion, mais qui vivent plus ou moins la même chose, parce que même un diabétique n'a pas la même vie qu'un autre, mais dans plein de choses, on peut trouver des réponses ou des débuts de réponses pour arriver à des déclics, à aider. Et donc voilà, tout simplement, ça me paraît, enfin, c'est, ça rentre totalement dans mon caractère de partage et de main tendue vers les autres. Et c'est juste magique, en fait. Donc voilà, tout simplement. Merci, Dominique. Je me reconnais dans ce que tu dis. Et en fait, moi, je suis passée par un moment où je me posais la question, mais c'est possible de gérer cette maladie, cette glycémie? Je m'étais là, mais j'ai fait, mais parce qu'on m'a pas donné les réponses en fait. Moi, je parlais avec des docteurs, des médecins et tout. On m'a pas donné les réponses. Je me suis dit, vas-y, je vais. C'est là que j'ai commencé à aller à m'inscrire dans tous les groupes, aller voir, euh, à suivre des personnes diabétiques et tout. Et j'ai vu que quand elles partageaient en fait leur expérience, je me reconnaissais dans leur histoire. Et même si j'avais pas la même expérience, je pouvais appliquer en fait leurs conseils. Même si c'est pas maintenant, je pouvais l'appliquer plus tard. Et j'ai commencé à discuter avec des personnes, avec des patients. Et c'était pas vraiment des patients partenaires, en fait. C'était des patients tout court diabétiques. Et quand ils échangeaient leur histoire, que ce soit négatif ou positif, hein, parce que moi, à ce moment-là, j'étais tout le temps à 9, enfin 8 et tout. C'est-à-dire que c'était pas une bonne glyquée. Et bah, j'avais des personnes qui étaient plus hautes et j'avais des personnes qui étaient dans la cible. Et quand elles échangeaient, pour moi, c'était inspirant. Parce que même si elles échangeaient quelque chose de négatif, pour moi, c'était inspirant parce que je me disais, ah ben, je suis pas toute seule. Et ça m'aidait à mieux gérer mon diabète. Et j'ai remarqué que c'est le moment, parce qu'en fait, avant que j'ai commencé à gérer mon diabète, je connaissais pas vraiment de diabétiques, en fait. J'avais pas la chance de pouvoir parler avec eux. Du coup, le moment où j'ai commencé à partager avec eux, à échanger avec eux, je me suis dit, ah, mais c'est possible en fait. C'est possible de gérer cette maladie. Et même le fait d'écouter et d'être écouté, je me suis dit, ah, ben, il faut que je m'y mette plus sérieusement. Et c'est là que j'ai commencé en fait à m'y mettre plus sérieusement, en fait, à m'évaluer, à trouver de nouvelles techniques, à apprendre sur l'insulinothérapie fonctionnelle, même s'il n'était pas accessible où j'étais. Du coup, ça m'a donné la motivation d'aller chercher sur Internet et de tester. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, je me suis renseignée sur le fait d'être patient expert, patient partenaire. Et même avec Tomo qui m'avait contacté, c'est là que j'avais commencé aussi à apprendre sur cette place importante qu'a le patient dans enfin, avec le médecin, quoi. Genre, et c'est comme ça que j'ai voulu, en fait, je me suis dit, ah bah, si d'autres personnes, d'autres patients ont pu m'inspirer comme ça, je veux pouvoir le faire aux autres aussi. Je veux pouvoir donner cette opportunité aux autres. Euh, et bah, déjà, je remercie aussi Tomo parce que ça m'a aidé
à prendre conscience de ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Aja. On voit qu'il y a vraiment une envie aussi de rendre ce qui vous a été donné, dans ton cas, Aja, par les réseaux sociaux, dans ton cas, Dominique, avec cette intervention en physique là, à l'hôpital. On bénéficie de l'expérience d'autres patients, de leurs conseils, de tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont compris, ils l'ont analysé, ils l'ont partagé. Et ben, vous, à votre tour, avec votre maladie chronique, vous souhaitez rendre tout ça. Donc, c'est super. J'en profite pour lire des réactions du chat. Céline qui nous dit merci pour vos 2 témoignages, c'est précieux. L'approche d'Ajar me fait penser à celle que j'ai avec mon endométriose. Et Jean-Baptiste qui dit l'approche d'Ajar est la même que pour toute maladie chronique. Très bonne analyse. Donc, en effet, aujourd'hui, on parle de diabète, mais probablement que bon nombre de réflexions que vous avez eues sont similaires à celles qu'ont eu d'autres patients avec d'autres pathologies chroniques. Il nous reste quelques minutes. Alors, soit il y a des réactions, des questions, soit je laisse peut-être le mot de la fin à Dominique Ajar, si vous le souhaitez, partager une dernière réflexion. Bon, je crois que beaucoup a été dit. Ajar, Dominique, quelque chose à dire ou on s'arrête là? Ravi de cet échange et peut-être une précision sur la glyquée que Ajar employait plusieurs fois. C'est une analyse de sang sur 3 mois, c'est une moyenne de 300. C'est la glycémie, la moyenne de la glycémie sur 3 mois. Voilà, pour juste préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et aussi à remercier tout le monde d'être venu, d'avoir participé, et à Dominique pour l'échange aussi, et Fanny aussi. Du coup, merci à tous et voilà. Tout à fait. Merci. Ravi d'avoir été là avec vous et merci à Tomo de mettre en place ces webinaires qui sont une porte ouverte et maintenant on est plus jamais seul, on est proche de tout le monde grâce à la visio et je pense que le Covid était une sale chose, mais la visio, merci le Covid. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous, merci aux Avec plaisir. intervenants, merci de votre participation et à bientôt sur Tomo et pour un prochain webinaire. Très bonne soirée.